Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Tout de suite, les principaux titres des informations à développer. Le Togo, notre patrie, ne faisons pas de cette nation une nouvelle Libye. Est l'appel lancé à toute l'Afrique par l'organisation non gouvernementale Solidarité sans frontières, soucieuse et touchée par la crise que traverse le pays voisin du Togo. Le recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP démarre le 1er novembre prochain. Des détails sur le déroulement dans ce journal. Le think tank Génération Les Vigilants a tenu samedi dernier la deuxième séance de son initiative qu'est l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. Le compte rendu dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Deux brèves pour ouvrir cette édition. En réponse à la déclaration de la minorité parlementaire effectuée à l'hémicycle le jeudi dernier, les députés membres de la majorité parlementaire vont monter à leur tour au créneau demain, mardi 3 octobre 2017. À travers une déclaration, ils édifieront le peuple béninois, en l'occurrence leur mandant sur les accusations portées à l'encontre du chef de l'État Patrice Talon et du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedi. Vous aurez certainement cette déclaration dans nos prochaines éditions du journal télévisé sur ESAE TV. Le recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP démarre le 1er novembre prochain. Il sera supervisé par une commission présidée par le ministre garde des Sceaux, Joseph Djogbenou. Installé officiellement vendredi dernier à la présidence de la République, en présence du chef de l'État Patrice Talon, la Commission nationale de supervision du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population CNS RAVIP a une mission de supervision du RAVIP sur toute l'étendue du territoire national. Le CNS RAVIP, qui bénéficie de l'appui du comité technique de pilotage, a en charge l'élaboration de recommandations à l'agence de traitement et à l'opérateur technologique en lien avec le ministère de l'économie et des finances sur les ressources nécessaires à la réalisation du recensement, à l'identification du site devant abriter le matériel central du recensement et s'assurer de la mise en état et réquisition des différentes habilitations à la réalisation de la dite opération. À l'issue de 2 jours d'intenses réflexions, les membres du bureau directeur de l'ONG Solidarité sans frontières ont effectué samedi dernier à Cotonou une conférence de presse publique sur la situation sociopolitique qui prévaut actuellement au Togo. À cet effet, la dite conférence s'est axée sur le thème « Le Togo, notre patrie, ne faisons pas du Togo une nouvelle Libye ». Un thème qui, dans le même temps, fait office d'un appel pacifique très fort lancé à l'endroit de l'Afrique tout entière. Reportage. Le Togo, notre patrie. Ne faisons pas de cette nation une nouvelle Libye est l'appel lancé à toute l'Afrique par l'organisation non gouvernementale Solidarité sans frontières, SSF. Un appel pacifique de haute portée qui résulte de 2 journées d'intenses réflexions, doublées d'analyses pertinentes et percutantes sur la situation sociopolitique actuelle du Togo. Le bureau directeur de cette ONG invite la jeunesse, seul gage du développement de l'Afrique, à œuvrer pour l'éradication de tels affrontements et du jusqu'au-boutisme politique. Les opposants qui parlent de 50 ans de pouvoir de la famille Eyadema ont raison à considérer la durée. Mais force est de constater que sur cette durée, la gouvernance et le style de gestion politique du pays ont beaucoup évolué et qu'avec le président fort Yassine Bey en particulier,
Les indices de développement économique et social du pays sont relancés et se sont notablement améliorés. Nous joignons nos voix à celles des grandes organisations internationales et régionales pour appeler nos frères et sœurs togolais à renoncer à la violence et à recourir au dialogue pour résoudre la contradiction que nous savons aiguë et qui menace de mettre le pays à feu et à sang. Le bureau directeur de l'organisation non gouvernementale Solidarité sans frontières recommande aux différentes couches sociopolitiques et professionnelles du Togo une démarche participative et inclusive pour l'élaboration des réformes politiques et institutionnelles. Laquelle démarche sera fondée sur un dialogue national axé sur le consensus pour une alternance crédible sans contestation. La répétition des crises politiques met tout pays sur la pente de la misère. Le peuple, certes, juge sans appel de l'action de ses dirigeants. Mais un gouvernement ne saurait remplir sa mission s'il est assailli journellement dans les rues et si son chef est contraint de consacrer ses efforts et son temps à d'innombrables contestations. Il urge donc que vous travaillez ensemble avec le gouvernement à donner au peuple togolais la foi, les forces, la rigueur qui assureront son redressement et sa rénovation. Dans l'espoir que les événements malheureux survenus en 2011 en Libye ne se produisent pas au Togo, l'organisation non gouvernementale Solidarité sans frontières invite tous les leaders et figures charismatiques de l'Afrique à œuvrer pour une stabilité politique au Togo et ce, pour la paix sur le continent africain. L'année académique 2017-2018 a effectivement démarré dans les universités privées du Bénin. Ainsi, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a ouvert ses portes très tôt ce matin à ses étudiants en formation dans diverses filières telles que administration des finances et du trésor, administration territoriale, communication d'entreprise, journalisme et bien d'autres. Plus de précisions à travers ce reportage que je vous invite d'ailleurs à suivre. Blanc, bleu et cravate au cours, ils sont nombreux à reprendre ce lundi 2 octobre les habitudes universitaires après avoir rempli les formalités d'usage. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a fait peau neuve et le prestigieux bâtiment de l'université répond aux normes en vigueur en République du Bénin. Après quelques mois de vacances, ESAE ouvre ses portes pour accueillir professeurs et étudiants. Et pour le bon déroulement des cours, l'administration de l'école a pris quelques dispositions. Avant cette rentrée, nous avons tenu avec le corps professoral un conseil où tous les professeurs étaient présents également pour partager avec eux les exigences du système LMD qui est en cours ici et les obligations qui leur incombent pendant l'année scolaire qui commence. Ces informations ont été partagées et chacun en est sorti très édifié. L'emploi du temps est aménagé de façon à permettre à chaque étudiant de faire des travaux personnels. L'accent sera mis sur les travaux personnels des étudiants au cours de cette année. Leur participation dans le processus donc des connaissances est ici requise. Les enseignants ont été édifiés sur ce plan. La régularité au cours est de rigueur. Nous avons beaucoup insisté sur la discipline au niveau de l'ESAE. Une discipline légendaire qu'il faut renforcer pour que justement l'environnement donc de l'enseignement ici à l'ESAE puisse être des meilleurs. À l'ESAE, les filières comme administration des finances et trésor public, planification, diplomatie et relations internationales, tourisme, journalisme, les métiers de l'audiovisuel sont disponibles. Les étudiants, quant à eux, sont revenus avec beaucoup de bonne volonté et sont très heureux d'avoir repris les cours. Je suis très content de reprendre les cours parce que c'est ma deuxième année dans l'école. Et aujourd'hui, j'ai vu que les choses ont changé par rapport à l'année passée. Et j'invite mes parents à envoyer leurs enfants à venir voir ce que nous faisons à ESAE parce que ESAE, c'est une bonne école. Je suis venue avec beaucoup de bonne volonté, de courage.
et j'ai remarqué que les cours ont effectivement repris aujourd'hui, comme c'était établi dans le programme. Donc je tiens à féliciter l'administration des AE pour être aussi compétent. La rentrée est effective, les professeurs et étudiants ont répondu présents. C'est donc reparti pour 9 mois de cours et de travaux dirigés pour former l'élite. Et puis la deuxième séance de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance s'est tenue samedi dernier à Cotonou. Cette deuxième école s'est accentuée à travers diverses communications sur l'élaboration du plan national de développement PND, le programme de croissance pour le développement durable PC2D et le programme d'action du gouvernement Talon PAG. Une initiative du think tank Génération Les Vigilants qui s'inscrit dans la dynamique d'instaurer un dialogue permanent entre les gouvernants, les experts et le peuple autour de la gouvernance économique, sociale, culturelle et politique. Reportage. Le plan national de développement PND, le programme de croissance pour le développement durable PC2D et le programme d'action du gouvernement Talon PAG ont constitué l'épicentre de la communication entrant dans le cadre de la deuxième séance de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. À travers une présentation assez claire et concise, le communicateur, l'un des hauts cadres du ministère du Plan et du Développement, a pris le soin de rappeler les caractéristiques du système de planification béninois qui, depuis l'an 2000, se structure autour de 3 niveaux, à savoir la prospective, la planification stratégique et la programmation. La continuité dans l'action de développement n'est pas véritablement assurée d'un gouvernement à un autre. Et on a l'impression d'un éternel recommencement. En réalité, si vous êtes vraiment au cas, vous allez comprendre. Quand un gouvernement arrive, au vu donc de tous les antécédents, il veut d'abord faire taire tout ce que les autres ont fait pour ainsi de suite. Voilà, pour d'abord mettre en lumière ce que lui pense, et désormais c'est ce que lui pense qui est meilleur. Et ce que chaque couche de la population va dire, c'est ça qui sera donc consacré. Et ça va devenir un document donc de chacun et de tous à la fois. C'est ça le caractère d'un PND, contrairement à un PAG. Un PAG, c'est le document d'un gouvernement. 17 ans après l'existence de la vision prospective à l'AFIA 2025, le Bénin lance le processus d'élaboration de son PND. Cet important outil de décroissement de la vision prospective doit secréter les programmes et projets de développement. Le PND vient donc consolider le PAG afin d'éviter les années à venir une discontinuité dans l'action de développement. Soutient le PAG, la commune de telle soutient le PAG, comme si en réalité ils peuvent ne pas soutenir. Ça ne veut rien dire en fait. Non, ça ne veut rien dire. Je soutiens. Allez, regardez un peu ce qui se passe dans les autres problèmes, dans les autres pays. Tout gouvernement qui arrive à un plan. Est-ce que vous avez entendu dans les pays qui nous entourent, telle commune soutient le plan de gouvernement, telle commune soutient, tel opérateur soutient. Si un opérateur veut soutenir, qu'il contribue au PPP. Qui dit ce projet-là, moi je prends, on va œuvrer à tel pourcentage pour ce PPP-là. Quand une commune dit je contribue, je soutiens, qu'il montre comment elle réussit à mobiliser les acteurs économiques pour financer. Parce qu'on a dit le PAG c'est 60%, 61% doit être financé par le partenariat public-privé. Et l'agenda politique aujourd'hui a déjà pris le dessus sur l'agenda de développement. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour la simple bonne raison que vous avez 3 élections qui arrivent. Et tous les 3 élections qui doivent arriver, il faut que le gouvernement en place fasse quelque chose pour ces élections-là. Donc nous sommes en plein dans la politique aujourd'hui. D'ailleurs, vous le voyez avec vulgarisation de PAG par ici, soutien de PAG par là, et ainsi de suite. Initié par le think tank Génération Les Vigilants, l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance s'inscrit dans la dynamique d'instaurer un dialogue permanent entre les gouvernants, les experts et le peuple autour de la gouvernance économique, sociale, culturelle et politique. Sans quoi, nous allons assister à ce que nous voyons. Le président de la République prendra fonction 1 an pour mettre en place son programme d'action parce qu'il a besoin que les citoyens puissent savoir qui travaille. Et c'est après ça qu'il va penser aux outils même de développement. Donc, du coup, comme je le disais tout à l'heure, moi je ne suis plus sûr que le Bénin développement d'ici 2021. Peut-être nous allons reprendre, nous sommes peut-être dans une période de transition pour moi, pour réasseoir les fondamentaux. Parce que si c'est important, nous n'avons pas les fondamentaux. Nous avons à l'AFIA 2025, on devait avoir le PND avant d'avoir le PAG. Mais nous avons le PAG. Et ça veut dire que pour faire le PND, on est obligé de l'adapter au PAG. Mais si on se rend compte dans l'élaboration du PND,
qu'il y a des priorités qui ne sont pas prises en compte par le PAG, on sera obligé de les insérer. Ça veut donc dire que le PAG sera défaillant à un niveau donné. Il va falloir encore réunir les cadres pour faire l'actualisation. Des échanges à bâtons rompus ont été effectués sur des sujets brûlants de l'actualité politique nationale. Ce dialogue citoyen favorise la convergence des idées vers la nécessité de sceller pour le Bénin un document de planification qui va traverser le temps et les générations. Le prochain rendez-vous est pris pour le samedi 14 octobre prochain pour une séance portant sur une thématique du dividende démographique. Restons toujours dans le cadre de la deuxième séance de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. À présent, je vous invite à suivre les explications de Magloire Augustin Aguessi, qui nous revient beaucoup plus en détail sur les différentes terminologies pré-évoquées, mais aussi et surtout sur la vision Bénin à la FIA 2025. On écoute le directeur général des politiques de développement au ministère du Plan et du Développement. Le second niveau de planification que nous avons choisi, on l'a raté, en réalité. Bon, je veux dire dans sa globalité. Pourquoi? Parce que aussitôt qu'on a fini la vision 2025 à la FIA, il avait été retenu, quand vous prenez le document de vision, il avait été retenu 3 moments de déclinaison. Le premier moment, donc, de 10 ans, où il faudra un PND qu'on va élaborer, qui va permettre de consolider les bases de la démocratie, de stabiliser le pays, en réalité, pour créer les conditions favorables pour le développement. La deuxième période retenue dans la vision, il faut prendre le document et lire, vous allez voir, c'est là où donc, il faut créer les conditions, donc, c'est-à-dire le développement, poser les bases donc, réellement d'un décollage du pays en termes de développement de croissance, d'accord, de développement économique et social. Et enfin, le troisième niveau, c'est là où, bon, carrément, il faut aller dans la distribution, disons, de tout ce qui est créé en termes de croissance. La continuité dans l'action de développement n'est pas véritablement assurée d'un gouvernement à un autre. Et on a l'impression d'un éternel recommencement. En réalité, si vous êtes vraiment au cas, vous allez comprendre. Quand un gouvernement arrive, au vu donc de tous les antécédents, il veut d'abord faire taire tout ce que les autres ont fait pour ainsi de suite. Voilà, pour d'abord mettre en lumière ce que lui pense, et désormais c'est ce que lui pense qui est meilleur. C'est plutôt ce que vous allez dire, et ce que chaque couche de la population va dire, c'est ça qui sera donc consacré. Et ça va devenir un document donc de chacun et de tous à la fois. C'est ça le caractère d'un PND, contrairement à un PAG. Un PAG, c'est le document d'un gouvernement. Et l'avant-projet du PAG, je vous dis, pour le faire, nous avons donc d'abord essayé de regarder aussi le projet de société pour établir donc une cohérence. Et non seulement le projet de société du candidat, mais là où nous sommes allés plus loin et que nous avons tenu compte du projet de société de tout le regroupement. Et que ce soit donc de Koupaki, que ce soit de Adjavon, que ce soit donc de Biochane ABT. Donc on a regardé tout ça pour faire notre avant-projet. D'accord? Mais en réalité, c'est un seul qui est élu. C'est un seul qui est élu. Et c'est de là que, sur la base de cet avant-projet, donc la présidence s'est saisie de l'avant-projet, mais a voulu que ça prenne beaucoup plus la connotation de celui qui est élu. Donc la présidence a voulu qu'à travers le PAG, on ressente effectivement la vision donc, du président de la République. Nous parlons de PC2D. C'est-à-dire, quand on va élaborer le PND, ça doit être dégrossi. C'est-à-dire que ça va aller dans les priorités en détail. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on parle de PC2D, programme de croissance pour le développement durable. Et c'est là l'occasion de tenir compte de tous les aspects des ODD. Et pour finir, la destitution des maires devient banale. Va-t-on vers la mort de la décentralisation et les espaces verts dans le cadre de vie des Béninois? Quelles perspectives pour son appropriation sont entre autres les deux thématiques qui ont fait l'objet de causeries diverses à l'occasion du 158e numéro du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus. Tenu vendredi dernier à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou, les deux panels ont été respectivement animés par Franck Kenevor, journaliste, spécialiste des questions de décentralisation, et Eric Aïvodji, horticulteur aménagiste. Ezae TV était et voici le compte rendu. Le gouvernement doit être comme un frère aîné pour les collectivités territoriales. Parce que et l'État central et les collectivités territoriales sont des enfants de la République. Mais il s'est fait que au commencement était le gouvernement central
le gouvernement a précédé toutes les institutions. Donc, le gouvernement est plus fort aujourd'hui que toutes les autres institutions. Si vous prenez des pays comme l'Allemagne, la Suisse, le gouvernement n'est pas le maillon le plus fort au sein de ces pays. C'est les régions, c'est les Länder, c'est les cantons, c'est les communes. Donc, il y a un travail du gouvernement qui n'est pas fait. Premièrement, l'assistance conseil. Ça veut dire que toutes les lacunes que nous retrouvons aujourd'hui au niveau des collectivités territoriales interpellent le gouvernement parce que la loi met à sa charge le rôle, la responsabilité de renforcer les collectivités territoriales, de les doter des capacités nécessaires pour gérer l'administration locale et le développement à la base. Donc, le gouvernement doit à la fois mettre le cadre institutionnel qu'il faut à la place des collectivités territoriales. Deuxièmement, le gouvernement doit les appuyer sur le plan technique, sur le plan ressources humaines, sur le plan matériel. Enfin, le gouvernement doit les appuyer sur le plan financier. Parce que la loi est claire. La loi dit que les ressources que l'État utilisait avant pour exercer les compétences désormais transférées aux communes, ces ressources-là, l'État doit les envoyer dans les collectivités territoriales. Deuxièmement, nous prenons les élus locaux eux-mêmes. La plupart ne comprennent pas leur rôle, leur mission, leur responsabilité. Et donc, ils sont élus pour promouvoir dans le cadre communal la démocratie à la base et le développement local. Mais lorsque les élus se mettent à faire autre chose, ils tirent eux-mêmes à boulet rouge sur le bébé qu'est la décentralisation. Je pense que le gouvernement peut introduire une loi en procédure d'urgence pour que désormais, il faut avoir les 2/3 au moins avant de déposer la motion de destitution. Deuxièmement, pour que la destitution soit acquise, pour que le maire soit démis de ses fonctions, il faut la majorité des 2/3. On peut amener ça à 3/4. C'est la fin de ce JT Soir sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir.